Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Pas mal d'actualités au niveau de Windows 11 forcément qui a été annoncé le 24 même s'il avait leaké. Donc on a les prérequis pour l'utiliser. Est-ce que vous devrez payer si vous êtes sur Windows 10? La réponse est non d'ailleurs. Et d'autres informations. On a aussi des nouveautés au niveau d'un nouveau Snapdragon 888 Plus qui devra arriver bientôt comme d'habitude en milieu d'année. Des nouveautés aussi de Microsoft xCloud. Et une news assez dommage pour ceux qui ont des disques durs Western Digital qui ont vu leurs données totalement disparaître à cause d'une faille de sécurité dessus. Donc ça on verra aussi. Et comme d'habitude d'ailleurs, n'oubliez pas que vous avez la table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Sautez vers le sujet qui vous intéresse le plus et commençons tout de suite. La première actualité concerne Windows 11 qui a évidemment été annoncé justement le 24. On avait eu évidemment un leak qui nous avait permis de voir pas mal de choses. Après, apparemment, ce leak n'était pas... C'est une ancienne version de Windows 11, donc il n'y avait pas non plus toutes les nouveautés qu'on a vues présentées. Et aussi, tenez compte, évidemment, que Windows 11, du coup, arrivera fin d'année, pendant l'automne 2021. Donc, ça veut dire que, tout n'est pas encore dedans. Et ils vont certainement rajouter d'autres petites fonctionnalités qu'ils n'ont peut-être pas encore fait, mais qu'ils ont déjà présentées. Justement, quelles sont ces nouveautés? Bien, la nouveauté majeure, je dirais, c'est un peu la refonte graphique. Donc notamment le fait que le menu démarrer est au centre maintenant de votre écran, comme vous pouvez voir ici. Et les icônes aussi sont par défaut au centre. C'est quelque chose que vous pouvez personnaliser. Vous pouvez tout remettre à gauche, il n'y a aucun problème. Donc ça, pour ceux qui auraient peur, pas d'inquiétude. Je vous rappelle aussi que Windows permet de mettre la barre des tâches sur la gauche de l'écran, à droite ou même en haut. Donc, vous pourrez faire à peu près comme vous voulez. Je pense que ça pourrait être intéressant de l'avoir en haut, mais centré aussi. Ça peut être pas mal. Ou sur le côté centré, ça peut être aussi très sympathique. On verra bien ce que ça donnera en tout cas. Nous avions aussi une petite refonte au niveau graphique. Juste, les fenêtres sont un peu plus arrondies. Il y a beaucoup plus de transparence. Il y a un thème global, en fait, que vous voyez dans Windows 11. Ça ressemble un peu à du verre. Genre, on dirait des plaques de verre l'une par-dessus l'autre. Il y a un effet de transparence et tout ça. Moi, je suis assez fan, personnellement. C'est beaucoup mieux que des trucs très flat. Parce que c'est flat, mais il y a quelque chose. Vous voyez, genre, à cause de la transparence, ça donne de la vie quand même. Donc, je préfère largement. Ça, c'est d'ailleurs un peu le nouveau menu démarrer qui perd évidemment cette tile. Donc c'était quelque chose que vous pouviez faire sur Windows 10 que pas beaucoup de gens avaient aimé au début, mais maintenant je suppose qu'il y en a qui sont habitués. Mais vous pouviez épingler une application sur votre menu démarrer et du coup ça vous affichait bien souvent des informations supplémentaires. Par exemple, le calendrier vous affichait les prochains événements. La météo vous affichait la météo. Et du coup vous pouviez changer même la taille de ces tiles et les mettre plus grandes pour avoir encore plus d'informations. Bien, ça a disparu. Maintenant, vous aurez un menu qui ressemble plus au final, quand on n'y pense, pas forcément au niveau look, mais au niveau fonctionnalité qui ressemble plus à Windows 7, où vous avez vos dernières applications épinglées. Ici, vous pouvez taper évidemment avec votre clavier pour rechercher des applications. Il y a des nouveautés évidemment là-dessus, où vous pourrez rechercher une application, vous pourrez rechercher des fichiers sur votre PC ou sur le web avec Bing évidemment, vu que Microsoft essaye toujours de forcer les gens à utiliser Bing. Bref, dans tous les cas, c'est un peu un retour en arrière en quelque sorte. Mais personnellement, c'est ce qu'il me faut dans un menu démarrer. Il me faut juste mes applications épinglées les plus importantes parce que j'aime pas mettre des raccourcis sur mon bureau parce que personnellement, j'aime pas trop. Et puis, pour afficher le bureau, vous devez désafficher toutes les applications alors que le menu démarrer, vous pouvez juste appuyer sur démarrer et vous voyez directement vos dernières applications. Et les plus importantes, évidemment, je les épingle en bas. Donc c'est ce qu'il me faut, moi, personnellement. Il y a aussi un petit truc recommandé qui, certainement, connaissant Microsoft, va finir avec des pubs dedans. Il avait déjà fait sur Windows 10, donc on verra bien ça. Mais je le vois bien arriver. Il y a aussi un autre truc qui fait un peu peur, et du coup qui remplace un petit peu cette tiles. C'est le menu ici qui viendra de la gauche, donc vous le ferez apparaître de la gauche. Et du coup, vous aurez, comme vous pouvez voir, des informations, par exemple des actualités, la météo, ce genre de choses, des finances, tout ça. C'est basiquement ce qu'on a déjà sur Windows 10 qui est apparu récemment. C'est le petit sous-menu que vous pouvez voir en bas à droite, peut-être pour ceux qui l'ont gardé activé, qui vous affiche la météo par défaut d'ailleurs en bas à droite. Si vous cliquez dessus, vous avez aussi des informations et c'est le centre et intérêt, il me semble. Genre c'est news et intérêt, il me semble, voilà, que ça s'appelle. Personnellement, j'en avais déjà parlé la semaine dernière et d'autres ont confirmé que c'est bien le cas. Vous essayez de le configurer, vous lui dites j'aime pas le foot, j'aime pas les sports, et il continue de vous en mettre. Donc ça, je comprends pas trop. J'ai réussi à changer toutefois l'endroit où il prenait la météo. Donc ça, au moins, c'est une petite upgrade. Parce qu'avant, il m'affichait la météo de genre à l'autre bout du pays. Donc j'étais en mode merci, mais c'est pas très pratique. Donc
ça semble être exactement le même menu. Donc je suppose qu'il fonctionnera aussi exactement de la même manière, donc avec les mêmes problèmes. Donc j'espère qu'ils les amélioreront. Dans tous les cas, ça c'était un petit peu les trucs visibles directement. Ils ont aussi parlé d'amélioration de vitesse, qu'il faudra voir si c'est vraiment le cas. Plus rapide pour sortir de veille. Windows Hello est plus rapide. Windows Hello, c'est un truc qui vous permet d'identifier peut-être par exemple selon votre tête, avec des caméras ou vos empreintes aussi. Donc ça peut être pratique. Il parle aussi que le navigateur Microsoft Edge sera plus rapide, ce qui ne m'étonne pas vraiment. Il continue de pas mal le prendre en main. Je vous rappelle que Edge, le navigateur de Microsoft, est passé sur Chromium. Donc c'est le projet qui sert à faire Chrome, basiquement. Juste que Chromium n'a pas tous les trackers Google dedans. Donc ça veut dire que Google prend Chromium et puis juste rajoute leur surcouche en quelque sorte Google dedans. Et du coup, Microsoft a pris ce projet-là parce qu'ils peuvent. Et ils ont fait Microsoft Edge. Donc c'est-à-dire que les extensions Chrome sont compatibles dessus. Aussi, vous avez la rapidité de Chromium, tout simplement. Donc c'est bien, mais évidemment, des fois, c'est pas très bien parce que ça veut dire que tous les navigateurs du web commencent à passer sur Chromium, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais bon. Du coup, je peux le confirmer, Microsoft Edge est selon moi même plus rapide que genre Chrome, parce qu'il n'y a pas une surcouche des fois de Google qui ralentit les choses et genre Microsoft a fait quelques améliorations qui sont assez notables. Par exemple, ce Texama Show, vous voyez, la page de navigateur que vous regardez ici, elle est sur Edge. Il y a déjà des gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu utilises Edge? Je suis en mode, c'est Chrome basiquement, et honnêtement, il faut que je fasse une vidéo dessus. Microsoft Edge est meilleur que Chrome. Je suis désolé. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous ne l'avez pas essayé récemment et que vous ne vous rendez pas compte que, il est réellement meilleur en tout point. Enfin, en quelques points. Il n'est pas non plus incroyablement meilleur, mais il est meilleur. Les updates Windows aussi seront 40% plus petites, donc c'est-à-dire qu'elles seront plus faciles à être téléchargées et à être installées. Donc ça, c'est pas trop mal pour les gens qui en ont marre d'attendre 3 heures que ça s'installe. Après, même si elles sont 40% plus petites, vu le temps que ça prend des fois, je ne m'attends pas à une grande différence. Ils ont aussi optimisé l'OS pour qu'il utilise moins d'énergie, pour avoir des plus grandes durées de batterie. Ça, c'est évidemment quelque chose de très important. C'est on peut le dire, une des faiblesses de Windows par rapport à un système d'exploitation mobile ou même Linux en quelque sorte. Quand vous laissez Windows tourner, des fois, il y a un peu trop de trucs qui tournent et ça peut utiliser de la batterie bêtement et après vous vous retrouvez avec presque aucune batterie. Donc ça, j'apprécie, mais après il faudra évidemment le tester pour voir si c'est réellement le cas. Et évidemment, Windows 11 est plus sécurisé. Je vous rappelle qu'il y a un antivirus intégré à Windows 10 et du coup ils vont continuer à améliorer avec Windows 11. Il marche pas trop mal. Je veux dire, le meilleur antivirus de toute manière que vous pouvez avoir, c'est du bon sens. C'est juste éviter d'aller sur des sites chelous et ça marchera déjà pas mal. Donc, le fait qu'il améliore, c'est toujours une bonne chose. Après, évidemment, encore une fois, ils peuvent dire qu'ils ont fait plein de choses. Il faut les confirmer derrière. Alors, une autre grosse fonctionnalité qu'ils ont fait, c'est une amélioration de gestion des fenêtres sur Windows. Donc, sur Windows 10, vous pouvez mettre votre fenêtre à gauche, à l'épingle, ça la met à gauche. Vous pouvez la mettre à droite, ça la met à droite. Vous pouvez la mettre vers au-dessus, ça la met sur tout l'écran. Vous pouvez la mettre aussi dans les coins, ça la met dans le coin, mais c'est très basique. Du coup, là, ils ont rajouté un système qui vous permet de faire des petites préconfigurations. Donc, par exemple, vous pouvez avoir un mode où vous avez 3 fenêtres l'une à côté de l'autre, ou un mode où vous avez une petite fenêtre, une grosse fenêtre et une petite fenêtre à droite. Pour ceux qui sont observateurs, c'est basiquement les fancy zones des Power Tools de Windows. Donc, il y a une application que vous pouvez installer qui est faite par des ingénieurs de chez Microsoft, qui est officielle même, qui s'appelle Power Tool. Et Power Tool vous rajoute plein de petits outils très puissants, et notamment un truc qui s'appelle Fancy Zone, qui vous permet de faire ça, basiquement, et même encore mieux en fait. Ça, c'est une version basique de Fancy Zone. Donc, si vous voulez ça, si vous êtes en mode « Oh, j'ai hâte d'avoir ça sur Windows 11 », installez PowerTool maintenant et vous l'aurez sur Windows 10, basiquement. Mais c'est cool de le voir intégré à Windows 11 par défaut parce que c'est réellement très pratique. Mais pour information, avec Fancy Zone, vous pouvez littéralement faire la taille que vous voulez de ces zones. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez, faire vraiment de la taille que vous voulez, donc c'est extrêmement pratique. Et il y a aussi d'autres applications encore plus avancées comme ça. Par exemple, vous avez Display Fusion, mais c'est payant, qui vous permet de faire encore plus derrière. Mais Fancy Zone marche très très bien. Personnellement, le fait que je suis passé à un écran 43 pouces, c'est hyper pratique parce que je peux vraiment faire plein de petites zones qui permettent d'utiliser pleinement l'écran. Donc c'est surtout pratique quand vous avez un grand écran. Honnêtement, sur un ordinateur portable, c'est plus limité, mais
Mais en attendant, c'est cool de le voir qu'il intègre à Windows 11. Un autre truc en rapport avec ça, ils l'ont montré un petit peu dans leur démo, mais maintenant, quand vous avez des fenêtres, notamment sur un ordinateur portable, c'est le plus notable, mais ça le fait aussi sur les ordinateurs fixes. Quand vous avez des fenêtres sur un écran externe, par exemple, vous avez mis 2 fenêtres l'une à côté de l'autre sur un écran externe, et que vous débranchez l'écran, maintenant, ce qui va arriver, c'est que les fenêtres vont juste se minimiser, et elles ne vont pas juste retourner sur l'écran de l'ordinateur portable ou de l'ordinateur fixe principal, et juste popper là et juste changer tout en termes de taille. Et si vous rebranchez l'écran sans avoir été réouvrir les fenêtres réapparaîtront comme elles étaient, genre exactement au même endroit sur l'écran externe. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ça devrait permettre à ceux qui utilisent un ordinateur portable pour bouger et que quand ils arrivent à la maison ou autre part et qu'ils branchent un écran externe, ça devrait simplifier un peu les choses. Après, il faudra voir aussi ce que ça fait, comme j'ai dit. Si vous avez des fenêtres qui sont minimisées et que vous les maximisez, évidemment, vous les avez bougées. Donc, est-ce que là, il va se souvenir qu'elles étaient sur l'écran externe? C'est quelque chose qu'il faudra voir. Ce serait bien qu'ils s'en souviennent, honnêtement, selon moi. Mais yep. Un autre truc aussi au niveau management de fenêtres et tout ça, vous avez des bureaux virtuels sur Windows 10, pour ceux qui n'ont jamais vu. Quand vous utilisez, par exemple, vous faites Windows tabulation, vous pouvez y accéder, vous le verrez en haut à gauche normalement. Ça marche plutôt bien, mais ils ont amélioré notamment le fait que vous pourrez avoir un fond d'écran différent pour chaque bureau virtuel. Donc ça vous permettra de les différencier tout simplement, parce que c'est un peu le problème à l'heure actuelle, c'est que vous ne savez pas qui est qui des fois. Donc là, vous pourrez vous dire, par exemple, si vous avez un bureau virtuel pour développer, où vous avez par exemple votre IDE et puis peut-être une page de web pour aller copier-coller du code, et vous pouvez mettre un fond d'écran en rapport avec ça et du coup vous en souvenir. Donc c'est plutôt pratique honnêtement, et ils l'ont un petit peu amélioré par-ci par-là. Donc ça c'est une bonne chose. Les bureaux virtuels marchent plutôt bien dans Windows. C'est plus utile quand vous avez un seul écran, hein, soyons honnêtes, mais c'est quand même cool de voir qu'ils continuent de l'améliorer et au final de rendre le multitâche sur Windows assez puissant. C'est pas aussi puissant que des fois un peu sur Linux, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur Linux aussi. Mais c'est, selon moi, l'un des plus puissants qui existe. Surtout quand vous regardez iPadOS qui essaye de faire comme un PC et vous êtes en mode c'est pas trop ça, on va dire. Donc, yep, c'est peut-être quelque chose que devrait un petit peu copier, genre Apple. Ils ont aussi amélioré le mode tablette. En réalité, le mode tablette n'existera plus techniquement. C'est juste que quand vous aurez un écran tactile, ce sera automatiquement facile de redimensionner les fenêtres quand vous utilisez justement l'écran tactile avec votre doigt ou même un stylet ou autre chose. Et du coup, ça c'est plutôt cool parce que si vous avez déjà utilisé un convertible Windows, le problème c'est que vous avez un mode tablette intégré. Il peut passer automatiquement en mode tablette, notamment quand vous avez un convertible, vous pouvez ouvrir, genre il est comme ça, vous l'ouvrez, vous le retournez complètement pour le mettre en mode tablette, basiquement physiquement. Eh bien, au niveau logiciel, ça se met aussi en mode tablette automatiquement. Donc ça, c'est plutôt pratique. Mais des fois, si vous voulez utiliser le mode tablette sans bouger physiquement votre ordinateur portable, genre en gardant le clavier accessible, vous devez l'activer manuellement, donc c'est pas pratique. Donc c'est un hybride, vous voyez, genre il y a une interface tactile, mais elle est un petit peu cachée derrière, et du coup vous devez l'activer pour vraiment l'utiliser, donc pas pratique. Le clavier aussi était assez... Ils l'ont amélioré, mais le clavier était assez merdique dans les premières versions, par exemple de Windows 8, et du coup ils l'ont largement amélioré, et là justement vous avez une nouvelle version qui ressemble assez bien au clavier d'iOS, et vous pouvez même le redimensionner, le séparer en deux de chaque côté de l'écran et tout ça, donc ça marche plutôt bien honnêtement. Et ça devrait améliorer justement l'expérience sur les écrans tactiles. Je vous rappelle que Microsoft, leur ordinateur, les surfaces sont toutes avec des écrans tactiles. Donc c'est évidemment très important pour eux de les améliorer parce que c'est un peu stupide d'avoir un constructeur qui fait un système d'exploitation et que des appareils avec écran tactile et puis après vous avez un support d'écran tactile qui est mais. Donc là c'est une bonne chose franchement. Vous avez d'autres fonctionnalités au niveau gaming aussi qui sont assez importantes. L'une des plus importantes, ce serait l'auto HDR. Donc, alors, on va être honnête. Pour ceux qui ont déjà utilisé un écran HDR sur Windows, c'est horrible. C'est franchement horrible. Vous devez l'activer manuellement et ça marche pas vraiment. En plus, il y a beaucoup de jeux qui n'ont pas un bon HDR. Parce que pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le HDR, c'est le High Dynamic Range. Donc, en gros, ça vous permet de passer à un mode où la plage de couleurs est plus importante et surtout, vous pouvez avoir des images qui peuvent être extrêmement contrasté, quelque chose de très lumineux et quelque chose de très sombre à côté. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment plutôt sympathique à voir, parce que ça donne vraiment une image qui sort, qui est beaucoup plus vivante.
Mais sur Windows, c'est juste... Voilà, c'est un chien, on peut le dire. Donc là, l'auto HDR a pour but de automatiquement transformer les jeux non HDR en HDR et aussi normalement devrait améliorer le support de HDR globalement. On verra ce que ça donnera. Je n'espère pas grand chose personnellement parce que je peux vous le dire vraiment. Si vous comptez, genre, si vous êtes en mode oh, j'ai envie d'acheter mon prochain écran, je vais prendre un écran HDR parce que c'est le futur, ne comptez pas trop sur Windows là-dessus. Genre, testez-le d'abord pour être vraiment sûr. Ensuite, on a aussi l'arrivée de Direct Storage pour les jeux qui va être très important. Donc, c'est une fonctionnalité, je vous rappelle, qui était arrivée sur Xbox Series X en premier et Series S aussi techniquement, qui permet à la carte graphique de votre PC de prendre directement les textures, par exemple, d'un jeu et les mettre sur sa propre mémoire, sans passer par le processeur. Parce que normalement, quand la carte graphique a besoin de quelque chose, elle dit « Hey, processeur, j'ai besoin de ça », le processeur va le chercher et lui donne. Le problème, c'est, vous devez bien vous en douter, si le processeur doit faire ça à chaque fois, mais ça rajoute un intermédiaire et ça peut réduire les performances dans certaines situations où le processeur ne suit pas, tout simplement. Donc, Direct Storage, c'est vraiment très important. C'est aussi quelque chose qui existe, enfin qui va exister dans le futur avec notamment Nvidia qui fait RTX IO, je vous rappelle, mais ça requiert une carte RTX. Ici, normalement, ce sera disponible sur toutes les cartes graphiques qui pourront tourner sur Windows 11, on en parlera après. Et du coup, c'est une bonne chose. Il faudra voir si les jeux le supportent pleinement, mais ça devrait donner un petit gain de performance, surtout dans les jeux limités par le CPU. Il y a eu des améliorations au niveau du Game Pass, mais ça, je ne suis pas très intéressé. Et aussi du crossplay et du cross-save. Ça, c'est surtout avec la Xbox, évidemment. Mais en gros, vous pouvez jouer à un jeu sur PC, retourner sur votre Xbox et continuer votre progression. Ce qui est évidemment très intéressant. C'est quelque chose que Microsoft doit, selon moi, utiliser pleinement. Ils ont l'un des systèmes d'exploitation les plus utilisés au monde, en tout cas sur des PC grand public. Autant l'intégrer parfaitement avec Xbox. Ça semble logique. Donc, ils vont continuer justement cette intégration. Et il y a aussi des améliorations au niveau de l'app Xbox qui vous permettra d'acheter directement des jeux dedans. Donc, vous ne serez pas obligé de passer par, oui, le Windows Store, que on ne préfère pas parler. Mais maintenant, en parlant du Microsoft Store, en réalité, ça va être une nouvelle fonctionnalité aussi. Ils vont faire une refonte au niveau graphique, fonctionnalité, et peut-être, je l'espère, niveau technique, parce que le Microsoft Store en a vraiment besoin. C'est l'App Store officiel de Windows 10. Quand vous allez sur l'App Store de Apple, vous savez que ça va marcher, que vous aurez toutes les applications normalement qui sont disponibles sur justement iOS. Quand vous allez dans le Play Store de Google, vous savez que vous avez le plus gros choix d'applications et c'est là que vous devez les trouver. Sur Windows, non, vous n'allez pas chercher une application dans le Microsoft Store. Vous y allez seulement quand vous y êtes forcé, quand elle n'existe nulle part d'autre et que Microsoft a littéralement forcé qu'elle soit là. Par exemple, certains jeux Xbox étaient sortis d'abord sur le Microsoft Store et puis finalement ils ont sorti aussi sur Steam. C'est horrible à utiliser. Si vous avez déjà dû l'utiliser, je suis désolé pour vous parce que personnellement aussi, à chaque fois que je dois l'utiliser, je le regrette. Jusqu'au plus haut, de toutes les fonctionnalités de Windows 10, c'est la pire selon moi. Ça ne marche juste pas. En 5 ans d'existence, il n'y a eu aucune amélioration. C'est une honte. Bref, j'ai fini de me plaindre du Microsoft Store. Dans tous les cas, ils vont faire des améliorations. Je l'espère aussi au niveau technique qu'ils vont améliorer les problèmes et tout ça. Améliorer les problèmes, régler les problèmes plutôt, oui, c'est plus correct comme ça. Enfin bref, je vais arrêter de me plaindre du Microsoft Store parce que sinon je suis parti pendant 3 heures. Dans tous les cas, ils vont l'améliorer au niveau fonctionnalité aussi. Donc, notamment le fait qu'ils vont accepter plus de types d'applications. Donc, par exemple, quand vous téléchargez une application pour Windows, Firefox, ou vous téléchargez Steam, par exemple, vous avez une application de type Win32, que ça s'appelle. Donc, c'est les points .exe, basiquement. Donc, toutes les applications pratiquement que vous pouvez avoir sur Windows sont en Win32. Et c'est des applications qui existent ce type d'application existe depuis tellement longtemps que vous pouvez des fois même installer une application qui date de 10 ans et ça marche sans aucun problème. Donc évidemment, le fait que le Microsoft Store ne les supportait pas, c'était très dommage. Donc maintenant, ce sera supporté. Donc vous pourrez aller sur le Microsoft Store et trouver Firefox, le vrai Firefox, ou par exemple même Steam en quelque sorte. Et ça, c'est plutôt cool. Alors vous allez me dire, oui, mais si elles sont sur le Microsoft Store, est-ce que ces applications vont devoir payer 30% de leurs revenus à Microsoft, un petit peu comme sur l'App Store et tout ça? Même pas. Une autre amélioration aussi qu'ils ont fait, c'est au niveau du fait que vous pouvez utiliser le système de paiement en tant que développeur de Microsoft sur le Microsoft Store, leur App Store, quoi. Et du coup, vous devrez payer 30%. Mais si vous faites votre propre système de paiement vous-même, vous payez rien. Genre, c'est 0%.
et vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, basiquement, Steam, Epic Store et tout ça, qui ont leur propre système de paiement, n'auront rien à payer, donc ils vont être incités à mettre leur store directement aussi sur le Microsoft Store. Genre, ils n'auront aucun intérêt de ne pas le faire, parce que déjà, Microsoft héberge leur application pour eux, donc ils ont un peu moins de serveurs à avoir pour héberger leur application, et aussi, ça permet aux gens de mieux les trouver plus vite, donc ça, c'est une très bonne chose. Mais ça va beaucoup plus loin. Il y a 2 autres types d'applications qui sont supportées par Windows 11, et une, c'est les applications de type web, donc ça c'est plutôt sympa, mais surtout, vous aurez les applications Android supportées dessus. Alors, Android, mais il y a des petites astérix, malheureusement. C'est que les applications Android qui sont sur le Amazon Store. Donc, si vous ne savez pas, Amazon a leur propre, en quelque sorte, Play Store, où vous pouvez trouver des applications. Donc, c'est leur App Store, basiquement. Et c'est parce qu'ils ont des tablettes, notamment Amazon, et du coup, mais ils n'ont pas le Play Store. Sur les tablettes Amazon, vous n'avez pas le Play Store, vous avez seulement l'App Store de Amazon. Et il y a des applications dessus. C'est beaucoup mieux que le Microsoft Store, honnêtement, mais vous n'avez pas tout. Il ne faut pas se voiler la face, vous ne trouverez pas tout ce que vous avez sur le Play Store. Pourquoi ils ont fait ça, pour ceux qui se demandent? Parce que tout simplement, actuellement, ce support des applications Android n'est pas total. Ils pourraient à terme supporter toutes les applications Android et donner la possibilité aux développeurs de juste uploader leur application Android directement en l'APK sur le Microsoft Store, mais c'est pas encore le cas. Donc en gros, ça passe. Vous devez vous connecter à votre compte Amazon, yes, et après vous pourrez installer des applications. Donc on ne sait pas exactement comment ça marche derrière. Il y a certainement de l'émulation, c'est sûr et certain. Les applications Android évidemment sont écrites pour tourner sur autre chose qu'un PC normal, donc elles sont faites pour tourner sur un processeur ARM. Mais du coup, il y aura de l'émulation. Donc, on voit un petit peu ici, par exemple, une application, c'est TikTok qui tourne ici. Donc, vous pourrez la redimensionner. Des fois, ça marchera. Des fois, ça ne marchera pas. Donc, ce sera un peu bancal des fois. Mais globalement, vous pourrez les faire tourner. Et ça, c'est plutôt cool. Franchement, des applications Android sur Windows 10, c'est vraiment génial. Mais encore une fois, seulement celles qui sont sur l'Amazon Store. Après, l'Amazon App Store. Après, le truc, c'est que je me dis, c'est que si maintenant les gens peuvent installer des applications Android sur Windows grâce à ça, peut-être que ça va inciter plus de développeurs à uploader leur application sur l'Amazon App Store. Parce qu'en réalité, il me semble qu'il ne doit pas avoir beaucoup de choses qui les empêchent de le faire. Franchement, si vous avez déjà fait une application pour le Play Store, peut-être que vous pouvez l'uploader assez facilement sur l'App Store d'Amazon pour que ça marche aussi. Donc, peut-être que ça va en inciter plus. Et donc voilà, c'est une des énormes améliorations quand on y pense, surtout au niveau de la quantité d'applications que vous pourrez trouver dessus, parce que l'air de rien, je le dis, c'est désert à l'heure actuelle, mais si vous pouvez trouver la plupart des applications Win32, si vous pouvez trouver des applications Android, mais avec votre compte Amazon, ça va être génial. Franchement, ça va être génial. J'ai hâte de voir ça en action et de l'essayer par moi-même. Bon, techniquement, on peut déjà l'essayer parce qu'il y a une preview qui est sortie. C'est une news qu'on verra après. Maintenant, qu'est-ce que vous aurez besoin pour passer à Windows 11 ou l'installer? Déjà, vous n'aurez pas besoin de votre portefeuille si vous avez Windows 10 parce que l'upgrade sera gratuite. Donc, tout comme quand Windows 10 est sorti, l'upgrade était gratuit depuis Windows 7, là, ce sera la même chose. Vous aurez, à la fin de l'année, quand Windows 11 sera sorti, certainement une invitation de Microsoft de passer à Windows 11 et vous n'aurez pas besoin de payer. Donc ça, c'est plutôt cool. Je suppose aussi que cette invitation à passer sur Windows 11 sera moins agressive que les gens qui étaient sur Windows 7 et qui sont passés à Windows 10 pendant la nuit sans que ça leur demande. Donc ça avait beaucoup posé de problèmes. Microsoft a certainement appris de leurs erreurs. Après, tenez compte aussi que Windows 10 et 11 sont très similaires. Donc, il y aura beaucoup moins de problèmes de passer à l'un à l'autre, alors que passer de Windows 7 à Windows 10, là, c'était un sacré saut quand même en termes de changement, de fonctionnalité et tout. Donc, rassurez-vous là-dessus. À mon avis, Microsoft a retenu un petit peu de leçon. Mais après, faites quand même attention. Maintenant, il y a des drôles de prérequis pour passer à Windows 11. Surtout au niveau justement matériel. Donc, vous pourriez juste vous dire, si mon PC sait faire tourner Windows 10, il sera faire tourner Windows 11. Et techniquement, je vous aurais dit oui, mais en fait non, parce qu'il y a des prérequis assez étranges. Alors justement, regardons les prérequis et vous allez voir vite des choses qui vont vous sauter aux yeux en mode wait, quoi? Premièrement, le CPU, vous avez besoin d'un CPU à 1 GHz ou plus avec 2 ou plus de cœurs.
Et c'est un processeur qui devra être compatible évidemment 64 bits, parce que Windows 11 est seulement en 64 bits. Ça va, no problemo. 4 Go de RAM ou plus, ça va encore, no problemo. 64 Go de stockage pour l'installation, mais plus pour l'utiliser, donc 128 Go. Ça me semble tout à fait raisonnable. Maintenant, vous aurez besoin d'une carte graphique compatible DirectX 12. Et là, c'est déjà un petit peu plus étrange. Vous aurez besoin aussi au niveau BIOS, un BIOS UEFI, c'est un peu compliqué à dire. Donc ça, c'est les BIOS un peu graphiques, vous voyez, sur les PC depuis pas mal d'années. Pas vraiment un problème. Maintenant, le vrai problème, vous aurez besoin du Trusted Platform Module 2.0 installé sur votre PC. Donc c'est le TPM. C'est quelque chose qui est déjà présent sur la plupart des processeurs depuis 2014 pour information et qui permet en gros d'avoir plus de sécurité sur un PC. Notamment, c'est plus facile avec cette puce installée pour Windows de vraiment vérifier le matériel qui est installé sur le PC. Et c'est une puce qui est assez importante pour quelque chose et c'est tout simplement les DRM. On en parlera après. Et ensuite, le dernier truc, vous aurez besoin d'un écran 720p minimum d'ailleurs, la diagonale de l'écran devra faire 9 pouces minimum aussi, donc ça c'est un peu particulier. Et aussi 8 bits de couleur. Bon, ça c'est pas très difficile à voir comme prérequis. Donc si on revient, le premier qui choque vraiment, en fait, moi que j'ai vu, que j'étais en mode « Wait, what ?» C'était justement ce prérequis d'avoir une carte graphique compatible DirectX 12. Si vous ne savez pas, DirectX 12 est sorti là quand même pas mal d'années, mais c'est pas non plus quelque chose de très vieux en fait. Donc ça veut dire que vous avez des cartes graphiques à l'heure actuelle qui sont encore potables, qui n'ont aucun problème, mais qui supportent seulement DirectX 11. Et du coup, ça veut dire que les personnes qui ont ce genre de carte graphique ne pourront pas passer sur Windows 11. Et c'est assez étrange quand on y pense, parce que, genre, pourquoi avoir besoin forcément de DirectX 12, quoi, pour juste faire tourner un système d'exploitation? Donc ça, c'était un truc assez étrange. Peut-être, ma théorie derrière là-dessus, c'est peut-être que Microsoft veut être sûr que tous les gens qui sont sur Windows 11 ont au minimum des fonctionnalités, ce genre de fonctionnalités, parce que c'est selon eux des fonctionnalités très importantes. Et DirectX 12 est selon moi très important. Après, la liste de jeux qui supportent vraiment pleinement DirectX 12 n'est pas non plus très grande en réalité. Mais yep, c'est peut-être pour pousser encore plus DirectX 12. C'est une bonne chose, DirectX 12, mais le fait qu'il le force comme ça, je ne suis pas totalement convaincu. Et le deuxième prérequis qui a justement pas mal interpellé de gens, c'est le TPM, donc le Trusted Platform Module 2.0, qui est du coup une puce que vous pouvez, mais c'est pas garanti de trouver sur votre carte mère notamment, qui est aussi présente normalement sur les processeurs modernes. Donc on parle ici des derniers processeurs AMD, Intel devraient le supporter sans trop de problèmes, mais c'est pas garanti. Peut-être que un processeur même de 2015 ne l'aurait pas, ou même de 2016 ne l'aurait totalement pas. Et si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas faire tourner Windows 11. Donc ça, c'est assez particulier. Et du coup, à quoi sert cette puce? Alors, il faudrait que j'aille me renseigner beaucoup plus. Je sais à quoi elle sert un petit peu, je vais être très honnête. Mais en gros, c'est une puce qui permet d'avoir du chiffrement au niveau matériel entre justement le matériel et Windows. Donc ça permet notamment de mieux valider du matériel, donc être sûr que le matériel que vous avez sur un système est legit, quoi. C'est pas genre quelque chose de traficoté par quelqu'un, et je parle de vraiment traficoté ici. Donc ça permet en partie ça notamment. Et du coup, ça doit certainement aussi pas mal aider au niveau des DRM. Selon moi, la raison pour laquelle ils ont requéré cette puce Trusted Platform Module 2.0, c'est certainement pour aider avec certaines failles de sécurité, mais j'y crois pas trop. Peut-être aussi aider contre certains types d'attaques, mais à mon avis, ça doit être une raison au niveau des DRM. Donc les DRM, c'est évidemment des systèmes qui sont mis en place pour vous éviter de voler du contenu payant. Donc par exemple sur Netflix, il y a un DRM qui tourne bien souvent, déjà en combinaison avec Windows 10 même, qui en gros, si vous essayez de capturer une fenêtre avec Netflix qui est dessus, vous aurez du mal à le faire avec un programme normal. Vous pourrez y arriver en réalité parce qu'il y a toujours moyen de faire quelque chose, mais ce sera compliqué. Même chose quand vous lisez un Blu-ray, il y a un DRM intégré à Windows 10 qui permet de sécuriser le contenu. Donc pour vous éviter que vous puissiez le récupérer et le garder pour vous-même, tout simplement. Donc, à mon avis, ça a à voir avec ça. C'est, selon moi, si j'essaie de réfléchir dans la logique de Microsoft d'avoir requéré une puce aussi obscure que jusqu'à maintenant n'était pas requérée pour installer Windows, ça doit certainement venir de là. Après, évidemment, ils invoqueront certainement des raisons de sécurité, tout le tralala, mais
Dans tous les cas, on verra bien. Il y aura certainement des personnes beaucoup plus intelligentes que moi qui investigueront ça et qui regarderont les bonnes raisons, ou plutôt les raisons pour lesquelles justement Microsoft a requéré de faire ça. Et enfin, une petite dernière news au niveau de Windows 11, c'est le fait que une preview est disponible, et une preview officielle cette fois-ci. Donc, Microsoft a un système de preview. Vous pouvez bien souvent télécharger les dernières mises à jour. Donc, c'est Windows Insider qui vous permet de télécharger les dernières mises à jour de Windows. Et bien là, dans justement le programme Insider, vous pouvez télécharger une première build preview de Windows 11 et tester les fonctionnalités. Donc, c'est officiel. Donc, pour ceux qui, je vous l'ai dit, hein, quand la build de Windows 11 est sortie, selon moi, il ne faut pas l'installer parce que peut-être que quelqu'un s'est amusé à injecter quelque chose dedans. Là, c'est officiel. Donc, si vous voulez tester Windows 11, c'est votre manière de le faire et vous pouvez le faire à partir de maintenant, littéralement. Donc, yep, c'est plutôt cool. Par contre, évidemment, tenez compte que vous avez besoin de cette fameuse puce TPM et aussi d'une carte graphique compatible DirectX 12. Et aussi, c'est très important, le TPM n'est pas toujours activé par défaut, donc il faut aller l'activer dans le BIOS, comme ils l'ont montré notamment sur Ars Technica ici. Maintenant, passons à d'autres news, et on commence par une news beaucoup moins joyeuse, vous allez le voir. Des possesseurs de Western Digital MyBook Live, qui est un disque dur externe fait par Western Digital, enfin il y en a plusieurs, il y en a différents modèles qui existent évidemment, se sont réveillés un matin et ont remarqué qu'il n'y avait plus aucune donnée dessus. Genre tout était totalement disparu. Et du coup, ça viendrait d'une faille de sécurité qui serait présente seulement sur les Western Digital MyBook Live, je tiens à le préciser, pas sur tous les disques durs externes qui existent dans le monde. Ces disques durs externes ont des fonctionnalités plus avancées, donc ils ont notamment des fonctionnalités cloud, ils ont aussi un système de chiffrement intégré, donc c'est plus qu'un disque dur externe. Il y a des trucs intelligents par-dessus. Donc peut-être que cette faille de sécurité vient peut-être justement de ces fonctionnalités supplémentaires, de ces fonctionnalités intelligentes qui ont eu un problème et qui a fait que tout a été effacé par un malware ou autre chose. Donc si vous avez un de ces disques durs, maintenant, tout de suite, déconnectez-le et connectez-le seulement à un PC qui est déconnecté d'Internet et copiez les données les plus importantes. Faites-le maintenant tout de suite, franchement, parce que ça arrive à pas mal de gens et ça finira certainement par vous arriver. Seulement si vous avez un disque dur intelligent Western Digital, je tiens à le préciser. Si vous avez fait vous-même un disque dur externe, vous avez juste pris un disque dur Western Digital, vous l'avez mis dans un boîtier et c'est branché en USB, non, ça ne vous concerne pas. On parle ici vraiment des Western Digital MyBook Live. Maintenant, il y a des trucs encore plus perturbants parce que notamment, il y a des gens qui n'avaient pas les fonctionnalités cloud d'activer parce qu'il y a des fonctionnalités cloud, genre par exemple pour accéder à vos données depuis autre part que chez vous. Et ça, évidemment, ça peut poser pas mal de raisons de sécurité, de problèmes de sécurité. Donc, certaines personnes les avaient totalement désactivées, ça. Mais malgré le fait que c'était désactivé, ils se sont fait quand même avoir leurs données. Donc, ça, c'est très étonnant quand même. Aussi, comme il y a du chiffrement intégré, vous pourriez vous dire que quand vous supprimez les données sur un disque dur par information, vous ne les supprimez pas vraiment. Ce que vous faites, en fait, c'est que vous oubliez là où elles sont. Vous avez une sorte de registre qui vous dit « Hey, cette photo-là, elle est ici. Cette vidéo-là, elle est ici, ici, ici et ici. » Et en gros, vous avez un registre de toutes les données qui est dedans. Eh bien, quand vous oubliez, ou plutôt quand vous supprimez des données, ce que fait Windows et tout ça, c'est qu'ils oublient ce registre. Mais les données sont toujours là, en quelque sorte. Donc, si vous avez un programme qui va lire les données, il peut essayer de les reconstruire. Le problème, c'est si votre disque dur est chiffré, vous récupérez un charabia. Genre, ça n'a aucun sens. Donc, pour ceux qui ont perdu des données, mais qui n'avaient pas le chiffrement d'activer, essayez d'utiliser un de ces outils. Mais sinon, si vous avez le chiffrement d'activer, c'est perdu. Honnêtement, il y a très peu de chances de récupérer les données. Je dirais même que c'est sûr et certain. Du coup, c'est extrêmement malheureux pour évidemment tous ceux qui ont perdu leurs données. Maintenant, il y a évidemment des comptes qui vont devoir être réglés par Western Digital parce que c'est une faille de sécurité qui les affecte seulement eux et ça semble affecter ces disques durs externes qui sont semi-intelligents. Donc, il y a visiblement une faille de sécurité dans quelque chose qu'a fait Western Digital, dans quelque chose qu'ils utilisent, et pas directement dans le disque dur externe forcément. Genre le disque dur en tant que tel n'a pas un problème, c'est la partie intelligente par-dessus. Et ça veut dire que Microsoft, Western Digital a fait certainement un très mauvais travail. Maintenant, ça ne veut pas dire que les autres marques sont épargnées non plus. Hein. Il y a peut-être d'autres marques qui ont une faille de sécurité qui n'a pas encore été exploitée, mais en attendant, ça ne donne pas confiance. Surtout que les gens qui ont acheté ces disques durs externes se sont dit « Oh, je vais sauvegarder mes données ». Et au final, ils se font avoir. Après, c'est un truc que je dois faire en vidéo, c'est selon moi assez important, c'est comment sauvegarder vos données.
c'est comment être sûr que vous allez conserver vos données. Et la réponse, c'est de l'avoir à plusieurs endroits, vos données. Si vous voulez vraiment être sûr que vos données ne soient pas effacées, vous devez avoir au moins 3 copies. Vous devez avoir une copie, évidemment, sur votre PC. Vous devez avoir une copie à proximité de vous, donc par exemple un NAS, un disque dur externe. Et vous devez avoir une dernière copie loin de vous, qui est loin de votre maison. Parce que, par exemple, si votre maison prend feu, ben, vous pouvez perdre toutes vos données. Donc, il faut la mettre autre part que chez vous. Donc ça, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le cloud. Un truc très bête que vous pouvez faire, c'est vous acheter un NAS, un ami à vous achète un NAS et vous permettez d'échanger des données l'un à l'autre. Vous pouvez les chiffrer, donc ils ne pourront pas lire vos données, hein, vos amis. Et du coup, ben, vous prêtez du stockage l'un à l'autre pour les données les plus importantes. Ça veut dire qu'elles seront sauvegardées chez vous, mais aussi chez votre ami. Et du coup, c'est pas forcément sauvegardé sur le cloud aussi. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, évidemment, il faut sécuriser derrière et tout ça. Faut pas non plus juste utiliser un truc totalement ouvert pour aller sauvegarder les données. Mais bon, si vous les chiffrez aussi, ça aidera quand même pas mal. Ensuite, on a une autre news beaucoup moins triste, mais un petit peu triste quand même. C'est au niveau du fait que Qualcomm a annoncé un nouveau Snapdragon 888. C'est le 888 Plus. C'est évidemment un refresh de milieu d'année comme ils le font chaque année. Donc, il l'avait fait avec le 855 ainsi que le 865, une version Plus. Et du coup, ben là, on a une version 888 Plus. Et elle est un peu... Mais il y a juste des petites upgrades, donc c'est annoncé par Qualcomm officiellement. Donc ils ont un petit peu overclocké le processeur, il peut aller jusqu'à 3 GHz maintenant, et apparemment ça vous donnera 5% de performance en plus. Yay! Et c'est à peu près tout. Genre, il n'y a pas plus. 5% de performance, voilà, point. C'est fini. Et des IA plus rapides, soi-disant. Donc c'est un peu décevant parce que le 865 Plus, pour information, avait eu un boost de 10% lui, et il avait aussi eu le support de Wi-Fi 6E, donc il y avait vraiment eu des trucs intéressants au niveau upgrade, et là c'est juste genre, ah oui, on doit faire un refresh en milieu d'année, overclockez-le un petit peu. Genre c'est au point même que ça se demandait pourquoi le faire. Ensuite on continue dans nos news un petit peu, oh c'est dommage ça, ou c'est même plus que dommage en réalité, et ça parle d'un sujet qu'on avait déjà parlé il y a quelques temps, c'est au niveau de la RAM. Notamment, on avait eu un report sur le fait que certains testeurs d'ordinateurs portables avaient remarqué que les derniers ordinateurs portables qui étaient sortis étaient moins rapides que les exemplaires de tests qui étaient sortis avec les nouvelles cartes graphiques d'AMD, donc les RX 6800M, et ça venait visiblement de ce qui avait été testé de la RAM. Donc visiblement, par exemple Asus sur leur ordinateur portable, qui est dans le programme d'AMD, qui est certifié AMD avec genre processeur AMD, RAM rapide, carte graphique AMD, écran 144 Hz, 10 heures de batterie minimum, ils ont remarqué que, entre l'exemplaire de test pour la sortie de la RX 6800M et le modèle grand public que les gens achètent, la RAM avait changé et elle était moins rapide. Et ça causait une différence de performance. Et je vous montre juste un des graphiques de la vidéo, mais je vous invite vraiment à aller la voir, elle est très intéressante pour vous illustrer ça. Donc là, on voit notamment que ils ont testé les deux ordinateurs portables avec la meilleure RAM et la RAM moins rapide qui était inclue dans justement l'Asus Strix G15. Ils ont remarqué que stock, cet Asus Strix G15, était moins rapide qu'un ordinateur portable avec une config Intel Nvidia similaire, donc un i7 11800H et une RTX 3080. Il était moins rapide, mais si on lui mettait une meilleure RAM, il était pratiquement au même niveau. Et si on mettait la RAM moins rapide dans l'ordinateur Aorus, ici, il était beaucoup moins rapide aussi. Donc visiblement, Asus, et c'est pas juste Asus, ce comportement était aussi observé apparemment chez Lenovo, mais Asus était un peu plus cheap sur la RAM et s'est dit on va économiser un petit peu, et ça se fait au détriment des performances. Et c'est quand même pas rien, on passe, pour information ici dans Rainbow Six, de 223 FPS en moyenne à 252. C'est le genre de différence que vous verriez entre une RTX 3070 et une 3080 mobile. C'est pour vous dire à quel point c'est énorme comme différence. Donc c'est, selon moi, franchement, c'est honteux. Ça ne devrait pas se faire. Le pire là-dedans, c'est pas forcément qu'ils utilisent une RAM moins rapide. C'est dommage, ça. Mais le pire là-dedans, c'est que le modèle de test et le modèle grand public qui est sorti sont différents. Et ça, selon moi, c'est un peu de la publicité mensongère, ou en tout cas, ils ont un peu arnaqué les gens en quelque sorte. Donc, j'espère que ils vont corriger ça, qu'ils vont remettre de la RAM plus rapide, ou en tout cas arrêter de faire ce genre de pratique, parce que c'est selon moi honteux, tout simplement. Ça ne devrait pas se faire. Donc, pour ceux qui se disent, oh,
Est-ce que je dois aller changer ma RAM pour mettre une RAM rapide? Pas forcément, tenez-en compte. Notamment les ordinateurs portables Intel, en général, ont déjà une RAM suffisamment rapide. Maintenant, si vous avez un Asus Strix G15 Advanced Vantage Edition, donc le modèle spécial AMD, peut-être que vous devriez changer de RAM, hein, ça ne ferait peut-être pas de mal. Mais yep, j'ai aussi, en réalité, j'ai un ordinateur portable qui va me permettre de tester ça. J'ai reçu le fameux, pour information, Acer Nitro 5 que vous avez parlé. Et lui, notamment, a une seule barrette de 8 Go. Donc je vais m'amuser à tester justement qu'est-ce que ça fait si on rajoute deux barrettes de 8 Go plus rapides. Et du coup qu'on a deux barrettes au lieu d'une. Est-ce que ça fait des grosses différences et tout ça? Ça devrait être plutôt intéressant. Et on testera aussi de voir peut-être éventuellement si oui, utiliser une barrette plus rapide comparé à une barrette moins rapide peut changer, ou la barrette stock peut changer les choses. Et ensuite, une petite news rapide, là, beaucoup plus intéressante toutefois, c'est le fait que Xbox Cloud Gaming est maintenant disponible sur PC et aussi sur tout ce qui est Apple, donc iOS et même Mac, mais via navigateur. Il faut en tenir compte parce que je vous rappelle que Apple ne veut pas d'application de cloud streaming sur leur App Store s'ils ne peuvent pas prendre leurs 30%, évidemment. Donc, c'est-à-dire que Xbox, ou plutôt Microsoft, est obligé de contourner un petit peu les règles en passant par le navigateur. Un petit peu comme a fait Apple au final avec FaceTime sur Android. Donc, c'est assez marrant de voir qu'au final, ils se font un petit peu les mêmes choses. Mais bon, donc c'est assez notable parce que, bon, je vais être très honnête, le cloud gaming, personnellement, je ne suis pas hyper intéressé. Je préfère avoir un PC et faire tourner les jeux moi-même. Mais pour certaines personnes, c'est assez intéressant. Donc, notamment si vous avez le Game Pass Ultimate, ça vous permet de streamer des jeux et d'être tranquille en fait. Si vous jouez de manière plus casuale une fois de temps en temps et tout ça, ça peut peut-être être plus justifié. Si vous avez une bonne connexion internet et que vous n'êtes pas trop dérangé par le petit délai rajouté des fois, yep, ça peut être intéressant franchement. Donc n'hésitez pas à tester, vous avez le Game Pass Ultimate, c'est inclus hein, pour ceux qui l'ont d'ailleurs, et vous pourrez le tester voilà, sur Windows 10 et tout ce qui est les tablettes et téléphones Apple via navigateur dans plus de 22 pays apparemment. Et vous pouvez aller sur xbox.com/play apparemment. Ok. Peut-être intéressant. Ensuite, on passe à une news au niveau carte graphique. Et pour une carte graphique qui vient d'être annoncée et que vous allez pouvoir acheter. Et c'est une carte graphique même haut de gamme au final. Mais vous ne devriez pas l'acheter parce que c'est une carte graphique professionnelle et c'est tout simplement la A100 PCI Express qui est un monstre. C'est littéralement la grosse version du GPU Empire qu'on a vu dans toutes les cartes graphiques RTX 3000, mais genre le full GPU Empire ici, qui est énorme, qui consomme certainement beaucoup d'énergie. On l'avait vu notamment dans cette version-là, hein, qui consommait 400 watts, c'est pour dire, donc c'est plus qu'une RTX 3090, qui avait 40 ou 80 gigas de RAM. Et du coup, là, maintenant, vous avez un format PCI Express, donc vous pouvez installer dans un PC normal. Bon, après, en parlant de PC normal, c'est plus un data center, parce qu'en réalité, il n'y a pas de ventilateur là-dedans, et en fait, il a besoin d'un flux d'air, d'un châssis de serveur pour dissiper la chaleur. Et du coup, pour information, comme j'ai dit, c'est le full GPU Empire ici, avec notamment, vous avez 432 Tensor Core. Est-ce qu'ils disent les RT Core? Non, ils ne disent pas trop. Est-ce qu'il y a vraiment des RT Core dedans? Normalement, ils devraient en avoir. Mais la plus grosse différence, en fait, c'est surtout au niveau du nombre de codes d'accord. Il y en a 6912. Alors, vous allez me dire, 6912, c'est moins qu'une RTX 3090. Même, c'est moins qu'une RTX 3080. Mais en fait, Nvidia a fait un petit peu ils ont fait un petit peu un petit bricolage avec les RTX 3000. En gros, quand vous voyez, par exemple, une carte graphique RTX 3000 avec, disons, 8000 coups d'accord pour simplifier, en fait, si vous regardez réellement dessus, elle en a 4000. C'est juste que les coups d'accord d'NVIDIA, avant les RTX 3000, pouvaient faire deux types de calculs possibles. Donc, ils pouvaient faire un calcul plus simple, genre propre aux jeux vidéo, ou un calcul beaucoup plus avancé en double précision, vraiment pour les tâches professionnelles. Sauf que du coup, vous devez bien vous en douter, vous n'avez pas besoin de ce deuxième calcul pour les jeux vidéo. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont permis à chaque coup d'accord, au lieu de faire une ou l'autre tâche, ils ont permis à faire deux fois la même tâche simple, donc faire tourner les jeux vidéo basiquement. Et donc c'est pour ça qu'ils ont dit qu'il y avait deux fois plus de coups d'accord, ce qui est techniquement vrai, mais techniquement pas vrai. C'est un peu comme l'hyper-trading sur les processeurs Intel, ou même l'hyper-trading en quelque sorte sur les processeurs AMD. C'est un peu la même chose en réalité. Donc ça permet réellement de booster les performances. Mais c'est pas un vrai full x2, il faut en tenir compte. Donc ici, vous avez 6912 coups d'accord, mais qui peuvent calculer deux trucs différents. Donc en réalité, si vous faites x2, ça vous donne pratiquement 14 000 coups d'accord. Donc s'ils sortaient une version
GPU pour le jeu vidéo, elle aurait 14 000, pratiquement 14 000 coups d'accord. Donc je sais pas si vous vous rendez compte. La RTX 3090 en a 10 000, un peu plus de 10 000, 10 600 si je me souviens bien. Donc ça fait une sacrée upgrade. Évidemment, on ne verra jamais une carte graphique pareille parce que ce serait un monstre pas possible. Et ce serait pas juste un monstre de puissance, ce serait un monstre de consommation et aussi de prix, parce que ça coûterait la peau des fesses. Rien que le fait qu'elle utilise de la mémoire HBM, donc c'est pas de la mémoire genre GDDR6X ou autre chose, c'est de la mémoire qui est directement intégrée au GPU, comme le faisait AMD il y a quelques temps. Elle coûte extrêmement cher cette mémoire, donc c'est de la HBM2E d'ailleurs, et vous avez 40 ou 80 Go. Donc même s'il retombait à 20 Go pour économiser en quelque sorte, ça coûterait très cher. Donc, yep, vous ne devriez pas acheter cette carte graphique. Mais je m'attends quand même à une vidéo de Linus Tech Tips où il va s'amuser à jouer à des jeux vidéo dessus. Ça, c'est à peu près garanti. Et enfin, une dernière news au niveau hardware, c'est le fait que vous avez des cartes mères en X570S qui arrivent sur le marché. Vous allez me dire quelle est la différence avec le X570 normal. Eh bien, tout simplement, le S est pour apparemment silent, parce que vous n'avez pas de ventilateur dessus, mais c'est pas garanti que c'est pour ça. Mais la grosse différence, oui, c'est que vous n'avez pas de ventilateur sur le chipset, et du coup, vous avez une carte mère normalement qui est plus silencieuse, et aussi, du coup, qui est un peu plus future-proof, parce qu'un ventilateur, c'est une pièce qui tourne, donc il y a une chance que dans le futur, cette pièce se dégrade et ne fonctionne plus correctement. Donc, yep, c'est pas trop mal. Il y en avait déjà une qui existait en réalité, c'était la Dark Hero de chez Asus, qui était aussi en passif, c'était la seule qui existait en réalité. Donc c'est un peu similaire à celle-là au final, et ma caméra vient de freeze, c'est génial, donc je vais juste la supprimer. Voilà, donc ma foi, je vais finir ce texte à ma chose sans caméra, enfin en tout cas cette news sans caméra. Dans tous les cas, elle devrait être un peu plus aussi améliorée, parce que le X570, ça fait un moment qu'il est sorti, donc ils en ont profité pour un petit peu améliorer certaines fonctionnalités. Il y en a qui sont sortis, alors ça c'est celle de MSI, mais il y en a aussi sorti chez Gigabyte et certainement d'autres marques dans un futur proche. Donc, yep. Est-ce que ça veut dire que vous devez upgrade si vous avez déjà une carte mère en X570 ? Non. Si par contre vous voulez passer au X570 maintenant, que vous avez un vieux processeur, une vieille carte mère, ça peut valoir la peine. Après, je vérifierai quand même avec des tests, parce que peut-être que certaines marques en ont profité pour être un peu cheap et ont un petit peu bridé les performances des VRM ou autre chose. Ça arrive des fois, donc vaut mieux vérifier. Et du coup, sur ça, on va rester là pour ce texte à ma show avant que ma cam ne refreeze. Je ne sais pas pourquoi le Camlink s'amuse à freeze plusieurs fois d'affilée des fois. Des fois, il fonctionne pendant 2 heures, et puis des fois, il est en mode « Ah, je vais freeze toutes les 1 minute, plus ou moins, et puis arrêter de fonctionner. » Donc, merci à tous d'avoir regardé ce texte à ma show, j'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser vos avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve après en prochain texte à ma show et je vous dis ciao ciao.